Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Moto Z Play de chez Lenovo et qui va redevenir Motorola. Donc, comme vous le savez, normalement, les Moto Z sont maintenant avec des modules, avec le système un peu du G5, mais retravaillé pour que ce soit au dos, donc avec cette partie qui est aimantée, cette partie-là. Donc j'ai reçu ces 4 modules, on va faire juste une prise en main très rapide, les tests seront à part et seront faits vraiment à part sur les petits tests pour chaque, pour bien que ce soit différencié. Tout d'abord, la chose à savoir, c'est que c'est prévu pour être sur 3 générations de smartphones, donc Z, Z2, Z3. Ce qui fait que, en gros, le design au dos ne va pas changer d'un poil pour ces trois prochaines années. Et la tranche devrait être très peu changée aussi. C'est plus la façade qui risque d'un petit peu changer, mais globalement, ça va être la même chose. Et en gros, donc le système, voilà, en fait, vous allez voir, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais c'est aimanté. Vous pouvez voir, hein. Et pour l'enlever, il faut quand même mettre de la force. Donc, ce qui fait que c'est assez sympa. Il faut savoir que donc, le skin, lui, il est déjà inclus avec l'appareil. D'ailleurs, petite chose, c'est Alex de Top 4 Fun qui m'a précisé ça. Il n'y a pas de cordon USB-C dans la boîte. Ça, c'est la chose à savoir. C'est-à-dire qu'on a un chargeur avec un fil, mais qui n'est pas détachable pour le charger, mais on n'a pas d'USB-C. À l'heure où la transition est en cours pour l'USB-C, je trouve ça un peu dommage. Ça reste assez bête. Après, il suffit de prendre des adaptateurs par rapport aux anciens câbles. Mais sachant qu'en général, c'est assez fragile et que ça ne tient pas. Ouais, bon. Donc, ce qui fait qu'on a un dos qui est en verre avec cette partie-là qui fait pas très très beau, malheureusement. Cette partie-là qui sert d'aimant et qui sert aussi de transfert d'informations pour pouvoir justement connecter. Ce qui fait que c'est assez simple, hein, c'est-à-dire que quand vous... Hop, ici. Quand vous connectez un appareil, hop, il le détecte. Et justement, après, on a juste à l'allumer. Donc, ça dépend. Lui, il faut l'allumer. Et ce qui fait qu'on a justement ceci. Alors, ce qui fait que vous voyez rapidement ici, en fait, pour le rétroprojecteur qui est aux alentours des 300 €, vous avez un pied qui est dépliable, ce qui fait que vous pouvez l'avoir à peu près comme ceci, quasiment. Alors, non, là, on perd justement trop. Ce qui fait que vous voulez l'avoir à la verticale. Après, vous avez donc ici un menu. Quand vous appuyez un menu ici, donc les paramètres, savoir justement la distorsion trapézoïdale, donc ce que vous voyez en fait ici. Là, l'angle est trop... Hop, ici, normalement, ça va le faire. Et donc, ça permet de voir. Et on a une petite molette qui est ici, et qui va permettre de régler la netteté. On va le faire, voilà. Donc là, on est sur quelque chose qui est net. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la résolution, c'est à peu près du 480p. Il a une batterie qui, lui, est de 1000 mAh. Et donc, ce qui fait qu'en termes de visu, je pense qu'on va pouvoir regarder facilement un film d'1h30 dessus avant que la batterie, elle, soit vide. Et ensuite, ça prend le relais, c'est cette batterie-là qui va jouer. Ensuite, vous avez... donc d'ailleurs, si vous pouvez voir, en fait, en termes de prise en main, on est sur quelque chose qui est un peu moyen, forcément. Puisque là, ça va être assez anguleux, ça va pas être fait pour voilà, on peut voir même ça, et on verra au test. J'ai trouvé ça sympa, mais j'y reviendrai au test. En fait, le problème, c'est que pour tout ce qui est film un peu sombre, il va y avoir des gros problèmes. C'est-à-dire que la température de couleur, les tons, eh bien, ils vont pas réussir du tout à se gérer. Et ça va jouer entre, par exemple, on va dire, pendant la nuit, sur un truc pendant la nuit, on va avoir ce côté où ça va jouer entre le bleu, le violet, le bleu clair, et ça va osciller tout le temps, en fait. Et ce qui fait que l'image sera jamais stable et on aura toujours un changement de couleur permanent toutes les secondes à peu près pour qu'il puisse arriver à se stabiliser, sauf qu'il n'y arrive pas. Là où il arrive à se stabiliser, c'est quand il va y avoir quelque chose de lumineux à l'écran, en fait, et là il va arriver à se stabiliser, avoir quelque chose de correct. Mais s'il n'y a pas vraiment de lumière un peu intense dans l'image, eh bien il va perdre, en fait, il ne saura pas quoi choisir comme ton. Donc par exemple, ça peut être ça, quand c'est par exemple une pièce qui est avec juste une lumière dans blanc jaune, bah, il va être entre le blanc et le jaune, très très jaune, donc ça c'est un peu dommage. Ensuite, nous avons la petite batterie de 2200 mAh, ça recharge environ à peu près 40% de l'appareil qu'on ne l'utilise pas. Par contre, ça alourdit pas mal le smartphone et ça forcément, il prend un petit peu d'embonpoint. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'en termes de prise en main, il est plutôt pas mal. Donc, ce qui fait qu'en plus de ça, on peut voir en fait, donc la recharge, on a 2 modes. Donc, par défaut, mode économie pour pouvoir
le garder beaucoup plus de temps en vie, on va dire, entre guillemets. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vraiment une utilisation à deux mains, par contre, parce que sinon, pour ceux qui utilisent comme moi, comme cela, eh bien, ça va pas être top, parce que justement, ça va alourdir considérablement le poids qu'il y a sur le petit doigt, et ça risque de lui faire vraiment mal. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette batterie Incipio, j'ai tenu 2 jours. Moi, tenir 2 jours, c'est un peu compliqué, comme vous le savez, surtout que je l'ai énormément utilisé, et avec pas mal de jeux, sur 2 jours, etc., j'ai réussi, avec cette batterie, à faire plus de 16 heures écran allumé. C'est énorme, c'est juste énorme. Par contre, le problème, c'est que autant, par exemple, sur celui-là, on a une entrée USB-C pour le recharger, sur celui-ci aussi, autant sur celui-là, il est trop fin pour accueillir un port USB, donc ce qui fait que ce sera rechargé directement sur le smartphone, il ne peut pas être rechargé à part. Ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, et la dernière chose, ça va être ici l'enceinte JBL qui m'a, elle, un peu déçu. Alors après, elle reste compacte. Il faudra que je vois, en fait, je vais vous comparer avec des enceintes que j'ai là, mais elle reste compacte, donc il faut quand même savoir relativiser. Je vais comparer par rapport à ce que j'ai chez moi lors du test, mais dans les basses, vraiment basses, on va avoir un gros problème. Les basses un peu hautes, c'est un peu trop poussé justement pour compenser les basses, pas les sous-basses, mais c'est-à-dire vous avez les basses médium et basses haut. Et en gros, autant les basses haut et médium, il arrive à peu près à les gérer, autant les basses vraiment basses, c'est-à-dire vraiment la basse à la gratte par exemple, il va avoir beaucoup de mal à gérer, il va être vraiment en retrait. Donc pour ça, ils ont compensé avec des grosses basses médium et hautes pour compenser, ce qui fait que ça va créer déjà un déséquilibre. Le médium, lui, est correct, et le plus gros problème en fait, c'est que pour en profiter, il faut être comme ça. Parce que le son va se réverber ici, pour pouvoir ressortir un son à peu près correct. Si par exemple vous le tenez comme ça, le son va être extrêmement agressif. Il me faisait vraiment mal aux oreilles, les aigus et les médiums étaient très très agressifs. Donc ça, ce qui fait que pour le prix, l'enceinte est vraiment pas du tout intéressante, je trouve, à cause de ça. Alors pareil, il embarque une batterie de 1000 mAh, ce qui fait qu'on peut voir ici que, par exemple, il a 86%. Donc ça recharge pas l'appareil, mais ça permet, quand vous l'utilisez, de ne pas consommer sur la batterie de l'appareil. Donc voilà un petit peu. Et donc, dernière chose, au niveau de la prise en main en elle-même, quand on est sans le skin, en fait, ici, les bords ici ont tendance à être tranchants. En fait, le plus gros problème, c'est que le smartphone, que ce soit le Moto Z ou le Moto Z Play, et le Moto Z est encore pire d'ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas été prévus pour être utilisés sans coque ou quoi que ce soit. Ce qui fait que, en fait, on va avoir un bord qui est assez tranchant ici, et quand on l'utilise, sachant qu'en plus c'est là où on a nos doigts, on le sent vraiment et c'est pas du tout agréable, ce qui fait qu'en gros pour l'utiliser, quand vous l'utilisez sans chose particulière, il faudra forcément mettre le skin qui lui est vraiment adapté par contre pour que ce soit utilisé comme ça, ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus arrondi, et ça c'est bien mieux. Ça c'est les petites choses que j'avais à dire. Actuellement il est sous 7.0 pour ceux qui peuvent se demander. C'est un téléphone qui est vraiment pareil avec le Snapdragon 625, il a une autonomie de dingue. Pour ceux qui cherchent un téléphone avec une autonomie vraiment de dingue, et ça va beaucoup les intéresser, puisque je fais sinon entre 10 et 12 heures écran allumé sans le module à peu près. Alors ça reste encore à confirmer. Je mets tellement de temps à le descendre que j'ai beaucoup de mal à savoir quelle est son autonomie exacte. Donc ça, il y a ça. J'ai pas encore essayé l'appareil photo avant, sachant qu'il a un flash. Ça, ils l'ont gardé par rapport au Moto X Style et Moto X Play. Donc ça, c'est intéressant. L'appareil photo arrière, on m'avait dit qu'il n'était pas terrible. Moi, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Je vous remontrerai au moment du test l'album photo, vous verrez par vous-même. Et la dernière petite chose, alors, ce qui est assez sympa, c'est que, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais c'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo sur YouTube, quand vous êtes avec le module InstaShare Projector, il aura tendance à mettre justement l'écran en veille pour pas consommer de batterie. Mais ce qui se passe, c'est qu'il fait ça aussi sans le module. Je sais pas si c'est un bug, je sais pas si c'est un oubli ou si c'est fait exprès. J'ai demandé justement à Lenovo pour en savoir plus. Et ce qui fait que si vous regardez une vidéo, si vous écoutez la musique sur YouTube, ça va mettre l'écran en veille, mais la vidéo va continuer. Donc autant quand vous êtes le soir et tout, c'est intéressant, autant quand vous êtes en pleine journée, dans le train ou quoi, vous êtes constamment obligé d'appuyer sur l'écran pour dire non, je suis encore là. Ou alors sinon, il faut le réveiller en fait avec le lecteur d'empreintes. C'est-à-dire que vous pouvez le réveiller, même si en fait il est pas vraiment. Il a juste éteint l'écran pour le réveiller, en fait c'est ça. C'est pareil avec l'Insta Projector, c'est-à-dire que si l'écran est éteint, il réagit plus du tout. Donc il faut appuyer pour le déverrouiller, entre guillemets, déverrouiller l'écran, pour pouvoir naviguer. Ça c'est la petite chose, c'est pas encore parfait de ce point de vue-là. À voir d'ailleurs s'ils vont intégrer le système où justement on va pouvoir naviguer sur, tout faire sur l'appareil lui-même. Ça a commencé apparemment avec le G5, donc à voir avec le Z Play 2.
Qu'est-ce que je peux dire sinon sur l'appareil? Sinon, j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, pas la petite déception, mais c'est normal, c'est juste la puce son derrière qui est un peu limite. Parce que je commence à avoir les écouteurs, par exemple les KZ-ZST, on voit un peu les limites des puces. Ce que j'explique dans le test du KZ-ATE justement, on voit les limites des puces, donc ça c'est un peu moyen, et elle a tendance un petit peu à aller sur les médiums aigus et pas trop les basses. Enfin, les médiums et les aigus un peu criards. Ce qui fait que c'est surtout ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Actuellement, enfin je sais pas combien de temps ça dure, mais il faut savoir qu'en import sur Banggood par exemple, le Moto Z Play à un moment il était à 220 €, donc faut voir, on peut le trouver actuellement à moins de 300 €, ça commence à être un très très bon deal, surtout avec un Snapdragon 625 qui est aussi performant qu'un 820, réellement, en termes d'utilisation de tous les jours. Si vous êtes sur le gaming, là ce sera moins bien, si vous êtes sur le son aussi ce sera moins bien, tout ce qui est audio en jack. À voir après s'il y aura des modules. Je sais pas d'ailleurs aussi, je vais demander un petit peu, donc je le dirai en présentation du test, comment ça évolue au niveau des modules. Est-ce qu'il va y avoir des modules pour les nouvelles gammes, pour les remplacer, etc. Et d'ailleurs, où est-ce que ça en est pour les autres marques en termes de mode, parce que pour l'instant, en fait, Lenovo communique surtout sur ces trois-là, plus aussi l'appareil photo, en fait, qui est à 300 € je crois, qui permet un zoom optique x10. Ça, c'est les petites choses que j'aimerais savoir, c'est comment ça évolue, est-ce que les projets commencent à venir ou est-ce que c'est encore du mal à décoller, parce que c'est vrai que ça reste particulier, c'est que pour les Lenovo, alors forcément, est-ce que c'est rentable ou pas, bah, c'est aussi le problème. Donc ça, je vais essayer d'en savoir plus, mais sinon, clairement, pour ceux qui veulent un téléphone performant dans la vie de tous les jours, avec un bon appareil photo, avec de l'AMOLED aussi, et une très très grosse autonomie, clairement, c'est un super bon choix. C'est vraiment très très bon choix. Je vous avoue que j'adore l'appareil, c'est juste après pour moi la puce son, mais sinon franchement l'appareil est vraiment très très bon, il est très très agréable au quotidien. Clairement il est bien optimisé, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à partager sinon la vidéo, et je vous invite à attendre donc les tests de ces trois modules qui seront à part, et ensuite du test de l'appareil. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Techno.